Warcraft est un univers riche et vaste. Guerre, espèces, peuples, entités, son cosmos regorge d'une multitude de choses à raconter. Aujourd'hui, c'est d'une entité surpuissante qui va être question. Arme de la Légion Ardente et l'une des plus grandes menaces d'Azeroth, voici le Warcraftologie sur le Roi Lich. Les origines du Roi Lich. Le Roi Lich est à l'origine une entité créée à partir de l'âme de Ner'zhul. C'est le bras droit de Sargeras, Kil'jaeden, le trompeur, qui le créa en mettant l'âme du chaman dans le home de domination. Home créé par les Nathrezim. Une fois le chaman orc dans le home, il l'emprisonna avec une armure dans un bloc de glace et l'envoya du néant distordu jusque sur Azeroth, en Orphandre. Avec l'arrivée de Shadowlands, on a appris que le home n'a pas été créé par les Nathrezim, mais il a tout simplement été volé à Torghast par ses serviteurs de la mort et a été donné à Kil'jaeden. La création de cette arme sera une conséquence de la défaite des orques sur la conquête d'Azeroth. Ner'zhul. Dans les deux cas, le fait de mettre l'âme de Ner'zhul dans le home de domination donna le premier Roi Lich, une arme de choix pour la Légion dans sa conquête d'Azeroth. Cependant, Ner'zhul qui fut piégé dans le trône de glace fera tout pour trouver un champion qui pourra réaliser ses projets. Renverser la Légion Ardente, obtenir un nouveau corps, mais également conquérir le monde grâce au fléau. Depuis son trône de glace, Ner'zhul utilisera ses pouvoirs pour asservir les formes de vie sur place. Cela ira des trolls de glace, des Wendigo, jusqu'aux puissants Vrykul ayant été endormi par les aspects draconiques il y a de ça des milliers d'années. Il utilisa également la peste sur un village d'humains isolé à la frontière de la désolation du dragon. En seulement 3 jours, tous les humains tombèrent et furent relevés en tant que morts-vivants au service du Roi Lich. Ner'zhul se rendit compte d'une chose, plus il avait de serviteurs, plus sa force grandissait. Pendant ce temps, ses geôliers, des Nathrezim sous les ordres de Kil'jaeden, construisirent une immense forteresse autour du trône de glace. Cette immense base d'opération prendrait le nom de la citadelle de la couronne de glace. Le bras droit de Sargeras jubilait. Ner'zhul, lui, ne faisait que semblant. En effet, le premier Roi Lich n'était aucunement pour la Légion. Il la haïssait au plus haut point. En secret, il ne souhaitait qu'une chose, se venger du traitement que lui a infligé Kil'jaeden. Ner'zhul ne montra alors qu'une partie de son pouvoir et faisait croire aux démons qu'il possédait une dévotion implacable pour la Légion Ardente. Afin de ne pas éveiller les soupçons, il fallait qu'il rassemble ses forces discrètement, que ce soit pour berner les seigneurs de l'effroi, ou encore pour ne pas attirer l'attention vers Norfandre. Il patientait en attendant que son plan se réalise et qu'il puisse arpenter les terres d'Azeroth. Un jour, l'armée du Roi Lich tomba contre un peuple très répandu sous les terres du Nord. C'était un ancien peuple d'insectoïdes se nommant les Néroubiens. Chaque tentative de répondre à la peste mort-vivante fut un cuisant échec. Le roi des Néroubiens, Anub'arak, déjouait les offensives du Roi Lich avec brio. Ner'zhul décida alors de mener une guerre d'usure contre le peuple d'insectoïdes. À chaque fois qu'un Nérubien tombait, il était relevé et grossissait les rangs des morts. C'est ainsi qu'Anub'arak lui-même tomba et rejoignit ses sujets dans la servitude du Roi Lich. Ner'zhul fut si impressionné par ce peuple qu'il utilisa la même architecture d'Ajol-Nerub, le royaume des Néroubiens. Il insuffla alors sa magie dans les Iguras, les permettant de voler dans les cieux des terres glaciales du Norfandre. Devenant une arme de choix pour le fléau mort-vivant, il ne restait alors plus aucune résistance dans cette région. La zone était entièrement sous le contrôle du Roi Lich. Tout ce qui lui manquait était de nouveaux alliés et dont un nouveau champion. En cherchant sur tout Azeroth, le premier qui répondit à son appel fut Kel'Thuzad, un archimage du Kirin Tor. Ce dernier étant presque chassé du Kirin Tor pour ses pratiques interdites en nécromancie, il se tourna vers l'entité. Ce dernier lui donna des réponses concernant la nécromancie, et il ne tarda pas que Kel'Thuzad alla jusqu'en Orphandre. Donnant un peu de son pouvoir à l'archimage, ce dernier fut pris d'une admiration et d'une servitude implacable. Il se retira des terres gelées pour trouver des serviteurs dans les royaumes de l'Est. Se faisant passer pour un saint homme prêchant la parole d'espoir d'une nouvelle religion, au fil des années, ses serviteurs devinrent de plus en plus nombreux, pauvres comme riches. Durant des années, il enseigna la nécromancie à ses plus loyaux disciples et multiplia les expériences sur la réanimation de cadavres, comme la création des abominations, géants stupides composés de divers morts.
Dans la foulée, Kel'Thuzad se pencha sur une peste mort-vivante au temps d'incubation un peu plus longue, permettant d'être mis dans des aliments, ce qui augmenterait le nombre de serviteurs pour son maître. Il usa de manipulation pour faire croire aux Natrésim eux-mêmes que c'était leur idée d'avoir un champion de la mort, lui permettant de laisser tomber 2 givres dans une grotte, patientant la venue d'un être osant lever la lame. Des années plus tard, le regard de Ner'zhul se portera sur Arthas lorsque celui-ci affrontera le fléau mort-vivant. En voyant ce leader charismatique à la ténacité légendaire, il fit tout pour que les seigneurs de l'effroi voient en lui le champion à corrompre. Je vous envoie sur l'histoire d'une légende sur Arthas Menethil qui détaille tout son parcours. Le roi Lich, Arthas Menethil. Lors de son sommeil, Darkhan Dratyr, l'elfe qui permettra à la percée du fléau à Kel'Thalas, reprendra contact avec le roi Lich. L'elfe sera ordonné de retrouver la source de pouvoir du Puits de Soleil, mais également de continuer l'expansion du fléau, notamment en relevant les chevaliers de sang, des elfes utilisant la lumière uniquement comme d'un outil. Lorsqu'Arthas mettra le Home, on nous dira en premier lieu que son esprit fusionna avec celui de Ner'zhul, pour ne former plus qu'un. Du moins, c'était ce que nous avait dit Warcraft 3 Frozen Throne. Lors du début de Wars of the Lich King, on comprend qu'Arthas a en réalité tué l'esprit de Ner'zhul, ainsi que la partie humaine de son esprit, Matthias Leiner. Il enlèvera même son cœur et le mettra dans un coffre afin de balayer les restes de son humanité, n'étant à présent plus qu'un monstre ayant une puissante soif de conquête et de destruction. Sortant de sa léthargie, la première chose qu'il fit fut de se rendre aux chutes de Sindragosa et de réanimer la première compagne du dragon Malygos, Sindragosa, qui fut elle tuée durant la guerre des anciens. Tout en préparant ses armées aux futures grandes batailles contre les 2 factions, il fit envoyer du grain pestiféré aux grandes capitales d'Azeroth, transformant tous ceux qui en consommaient en d'immondes ghouls. En même temps, les nécropoles du fléau s'approchèrent des plus grandes villes d'Azeroth, déclarant la guerre en commençant leur attaque. Grâce aux membres de l'Aube d'Argent, ils purent soigner ceux ayant mangé du grain infecté, mais n'étant pas encore transformés en ghouls. Après avoir repoussé les attaques du fléau, les factions firent exactement comme ce qu'avait prévu le roi Lich. Ils allèrent en Orphandre afin de vaincre leurs envahisseurs. Le but du roi Lich étant d'avoir de puissants nouveaux champions à son service, et les héros de la Horde et de l'Alliance furent des cibles de premier choix. Pendant ce temps, Arthas voulait en finir avec la dernière menace à ses yeux, la Croisade écarlate. Il créa alors un nouvel ordre de chevaliers de la mort dirigé par Darion Mograine et dirigea l'attaque depuis la nécropole volante, Acherus. En peu de temps, la main de Tyr fut en grande partie détruite et ses habitants tués. La prochaine étape n'était nulle autre que la chapelle de l'espoir de la lumière, se trouvant non loin de leur position. Malgré un nombre considérable des forces du fléau envoyées, qui étaient largement en supériorité par rapport aux paladins, Tyrion Fordring renversa le cours de la bataille. Alexandros Mograine, le père de Darion Mograine, apparut également sous forme d'esprit devant son fils, lui faisant prendre conscience de sa situation et l'arrachant de l'influence du roi Lich. Darion attaqua de rage Arthas, mais fut vaincu et projeté. Alors que le roi Lich, à l'aide de ses pouvoirs, bloquait Tyrion dans les airs, Maxwell Tyrosus envoya ses combattants charger le roi Lich, mais tous furent vaincus. Dans ce moment où Arthas pensait avoir gagné, Darion profita de cette occasion pour donner à Tyrion Porte-Cendre qui fut lavé de toute corruption en un instant grâce à la lumière qui était puissante en ce lieu saint, et blessa le roi Lich. Ne voulant pas courir plus de risques, il déguerpit en proclamant qu'ils auraient beaucoup moins de chance sur son domaine. Après avoir remporté la bataille pour la chapelle de l'espoir de la lumière, Tyrion fusionna l'Aube d'Argent et la Main d'Argent, donnant naissance à la Croisade d'Argent. Tandis que Darion Mograine fondera un ordre de chevaliers de la mort n'étant pas touché par la volonté du roi Lich, la Lame d'Ébène. 27 ans après l'ouverture de la Porte des Ténèbres, l'Alliance et la Horde commencèrent leur invasion sur le Northandre. De son côté, une grande expédition menée par Bolvar Fordragon s'installa dans la région du Fort d'Hurlan. Commandité par Varian Vryn, il avait pour mission de détruire le fléau. Les troupes de Bolvar se nommeraient l'expédition de la bravoure. Leur premier ennemi était les puissants Vricules, qui des années plus tôt furent tués dans leur sommeil et relevés dans la non-mort. Après avoir vaincu les Vricules, l'Alliance put sécuriser son avant-poste. Ils purent alors mieux explorer et tombèrent sur les nains givronnés vivant au niveau des pics foudroyés. Bien qu'ils n'étaient au début pas pour, ils prirent part au combat contre le roi Lich. Du côté de la Horde,
Thrall ordonna à Garrosh d'être le chef de l'armée qui envahira le Northrend. Étant déjà porté par une solide réputation d'excellent meneur de guerre, Hurlenfer avait hâte de prouver qu'il était à la hauteur de sa réputation. Son armée portera le nom d'Offensive Champ de Guerre, composé de nombreux grands guerriers, dont Varrock et Dranosh Sorkro. Ce dernier aura la responsabilité d'être le chef de l'avant-garde de la Horde. Dès leur arrivée dans la toundra boréenne, la Horde dut se battre avec des serviteurs du roi Lich. Garrosh, tout en détruisant les rangs du fléau sur place, supervisa la construction du bastion Champ de Guerre. La Horde rencontrera une espèce ressemblant aux Tauren, les Tonka. Prenant part au conflit en aidant les forces de Garrosh à repousser Fléau, ils rejoindront la Horde en signe de gratitude. En avançant dans leur invasion du Northrend, la Horde et l'Alliance créèrent des avant-postes en Désolation du Dragon. Alors qu'ils rassemblaient leurs forces, ils furent attaqués par la plus grosse nécropole volante de l'armée du Fléau, Naxxramas. L'assaut étant dirigé par Kel'Thuzad qui avait été relevé une seconde fois par le roi Lich, sa puissance était à son apogée. Étant un tacticien hors pair, il frappa ses ennemis avec des assauts du Fléau d'une précision chirurgicale, tandis que ses espions coupaient toute information. Peu à peu, les troupes de Bolvar et de Dranosh se rapprochèrent de la citadelle. Malgré cette audacieuse stratégie, Kel'Thuzad avait mis de côté un détail important. Naxxramas était suffisamment proche pour que la Horde et l'Alliance lancent un assaut dans la nécropole. Ce qui suivit fut la purge de Naxxramas par les héros des deux factions, qui allèrent même jusqu'à tuer l'un des plus grands lieutenants du roi Lich. Dans son malheur, le roi Lich fut chanceux car la menace de Malygos et de son feu draconique drainant les lunes telluriques fut une parfaite distraction. Après la mort du père du vol bleu, la Horde et l'Alliance reprirent leur campagne contre le Fléau chacun de son côté. Peu à peu, les forces du Fléau étaient repoussées bien loin en Désolation du Dragon. Une victoire pour l'Alliance était également une victoire pour la Horde dans la guerre contre leur ennemi commun. Une relation de respect s'installa peu à peu entre Dranosh et Bolvar. Ils réussirent à se coordonner et repoussèrent ensemble le Fléau jusqu'à la porte du Kourou au sud de la citadelle de glace. En sécurisant Agrantar, ils pourraient faire un ultime avant-poste pour mener un immense raid contre Arthas. La bataille semblait pencher en faveur de la coordination Alliance-Horde, mais le roi Lich avait décidé de se joindre au combat. Ce n'est pas cela qui fit peur à Dranosh ou à Bolvar, qui poursuivirent leur bataille. Soudain, une peste surpuissante capable de tuer mort comme mort-vivant fut déversée sur le champ de bataille. Par le grand apothicaire Putrescent. Ce dernier retournant sa veste contre la Horde, l'Alliance et le Fléau. Arthas comprenant la dangerosité de cette peste, il battit en retraite. Ce jour-là, Bolvar perdit la vie avec 5000 de ses soldats, et Dranosh également avec 4000 partisans de la Horde. Alors que la peste allait se répandre dans la région, le vol rouge brûla l'endroit afin d'endiguer l'épidémie. Deux corps manquaient à l'appel, celui de Dranosh et celui de Bolvar. Après d'autres menaces vaincues comme l'ascension de Yogg-Saron en Ulduar, l'Alliance et la Horde n'avaient plus qu'à marcher sur la citadelle de la Couronne de Glace. Bien que Varian et Garrosh étaient motivés pour combattre le roi Lich tout de suite, Tyrion leur envoya une missive expliquant que c'était sans doute ce que voulait le roi Lich. Voulant choisir l'élite des champions pour le raid contre Arthas, le paladin organisa le tournoi d'argent. La stratégie de Tyrion était d'avoir une petite mais puissante frappe afin d'éviter de donner des cadavres à relever au Fléau. Rejoint par Darion Mogren et ses chevaliers de la mort sous le nom du Verdict des Cendres, le raid pouvait commencer. La grande bataille pour la citadelle de la Couronne de Glace débuta par l'arrivée des vaisseaux de la Horde et l'Alliance dans les cieux. Tout en braquant leurs canons contre la citadelle, ils firent descendre leurs troupes à plusieurs endroits différents pour mieux semer le chaos. Ils réussirent à atteindre une aile de la forteresse se nommant la Salle des Reflets. C'est dans cette salle que l'on apprendra que pour vaincre le roi Lich, cela ne peut se faire qu'au sommet de la citadelle et que le monde aura toujours besoin d'un roi Lich afin de contenir le fléau. Après avoir vaincu Falric et Marwyn, les deux serviteurs d'Arthas, les héros allèrent jusqu'à combattre le roi Lich en personne. Étant bien trop puissants, les héros durent fuir. Malgré cette légère défaite, ils n'abandonnèrent pas et poursuivirent leur assaut de la citadelle. C'est à l'entrée de la citadelle que la croisade écarlate et la lame d'ébène créèrent une pointe d'appui, d'où les courageux héros lancèrent leur assaut.
La bataille fut des plus éprouvantes puisque le roi Lich avait gardé avec lui tous ses grands champions. C'est avec horreur que l'on découvrit qu'Arthas avait relevé un ancien héros du passé. Un héros dont le corps n'avait pas été retrouvé. Celui de Dranosh Sorkro. Il fut forcé de combattre ses anciens alliés et tomba au combat. Lorsque Varrock vit une fois de plus la mort de son fils, il eut son cœur brisé. Il ne pouvait pas poursuivre l'assaut étant émotionnellement meurtri. Après ce combat, les héros balayèrent chaque champion du roi Lich jusqu'à arriver tout en haut de la citadelle de glace, devant le trône de glace. Ils découvrirent également que Bolvar était vivant. Arthas était en train de lui infliger une torture considérable afin de pouvoir convertir le paladin en un parfait serviteur. Enragés, à bout de souffle et affaiblis, les héros étaient dans la même situation que le roi Lich avait prévu. Afin de sauver également Bolvar, il fallait vaincre Arthas. Le grand combat entre Tyrion et les héros contre Arthas fut si violent qu'il fit trembler toute la citadelle. Ceux qui tombaient sous deuil givre continuaient à se battre afin de faire réagir les autres âmes piégées. Malgré tous leurs efforts, Tyrion finit dans un bloc de glace et les héros furent tous tués. Alors que tout espoir semblait perdu, Tyrion se libéra de la glace et bondit sur Arthas, brisant la lame runique et libéra les esprits enfermés à l'intérieur. Dans les esprits libérés, l'âme de Terenas II, le père d'Arthas, prit forme et ramena les héros à la vie tandis que le roi Lich blessé et mourant s'écrasa au sol. C'est dans ces derniers instants que le véritable Arthas eut un moment de lucidité. Il échangea quelques mots avec son père avant qu'Uther et Deva prirent son âme pour la jeter dans l'antre. Bolvar Fordragon. Alors qu'il n'y avait plus de roi Lich, la menace du fléau déchaîné grandissait. Avant de disparaître, Terenas II mit tout le monde en garde. Le monde a besoin d'un roi Lich. Tyrion Fordring était prêt à mettre le aume et à endosser ce fardeau quand une voix d'outre-tombe retentit. Celle de Bolvar Fordragon qui était assis sur le trône. Il déclara que c'était à lui seul d'endosser le rôle du roi Lich. Son corps meurtri par les flammes des dragons du vol rouge, seul le monde des morts pouvait atténuer sa souffrance. Lorsqu'il mit le aume de domination, Bolvar devint le troisième roi Lich et déclara qu'il devait être oublié, sommant aux champions de dire que le roi Lich est mort et que Bolvar Fordragon est mort avec lui. Durant des années, Bolvar utilisa toutes ses forces pour maintenir le fléau sous contrôle, le gardant en orphandre. Cependant, quelques forces du fléau comme ceux restés dans les Maltaires lui échappèrent. Ces morts continueraient de suivre les ordres donnés par l'ancien roi Lich. Il perdit également le contrôle des Valkyres lorsque Sylvanas se suicida en sautant du haut de la citadelle. Cet acte lui servira de leçon pour la suite où il fera grandement plus attention aux forces du fléau. On le retrouvera à Légion, bien que toujours bloqué dans la glace. Il sera un allié de taille dans le combat contre la Légion Ardente. Passant à marcher avec les chevaliers de la Lame d'Ébène, lui continuera de contenir le fléau tandis que les chevaliers de la mort seront ses bras armés pour détruire l'invasion démoniaque. Il guidera le champion de la Lame d'Ébène vers la lame Apocalypse et Gueule du Damné, mais également sur les lames du Prince déchu, lames qui seront créées à partir des fragments de givre qui fut brisé par Tyrion. Le champion devra faire face à des esprits tués par la lame runique comme Baelgum, Alak, Magroth et Gavinrad. Enfin, lors de la forge des lames jumelles, il faudra combattre l'écho d'Arthas et de Ner'zhul. Après avoir passé cette épreuve, les lames jumelles en votre position, Bolvar vous donnera sa bénédiction. À la fin de la 4ème guerre, il forma une génération de nouveaux chevaliers de la mort afin de veiller sur le monde. Des années plus tard, il combattra Sylvanas Coursevent dans un grand affrontement. Cette dernière étant devenue bien plus puissante que lui grâce au geôlier, elle maîtrisera Bolvar et lui enlèvera le aume de domination, ne se faisant pas attendre pour le briser, ouvrant un passage vers l'Ombre-Terre. Conclusion. Bien que n'existant plus, le roi Lich sous ses différentes formes a marqué l'histoire de Warcraft. Responsable d'innombrables morts ainsi que de la destruction de nombreuses régions, son passage en Azeroth restera durant des siècles en mémoire. Hey, merci d'avoir regardé ce Warcraftologie sur le roi Lich. Vous êtes 150 à me suivre et ça fait énormément plaisir. Vos commentaires me donnent énormément de force. Pour conclure, je voudrais vous dire que le samedi 1er octobre, je suis invité par Blushy afin de participer à un live lore World of Warcraft
où nous allons tous les deux décortiquer les extensions et les classer dans une tier list. N'hésitez pas à venir, sachant que le live se fera dans un cadre caritatif pour le Stream for Trees organisé par @streamer et tgreenpeaceb. Les dons recueillis permettront de faire repousser de nouveaux arbres mondes. Laissez donc votre cœur druidique aider la cause. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures en Azeroth. Que les Loas soient avec vous.